En emrenereztre arguir, hag evo klevet tro a tro, pem prezegenik, hag les evo roas un tom divis gant ar zal, klasket evo, zevel goulenou, zan dud er zal, ben mavo echu ar penakos, hag echu erim gant Gwenel Henry, hag ine godom, lerien, yes, Brittany. Digaz a ran de zonj e helit mazos le de zoudor o kast keleier dre o pelgomzou, helit impij en hashtag autonomie BZH. On va reprendre donc, comme je le disais à l'instant, la deuxième partie avec l'autonomie par le droit. Alors, la première intervention sera de François Hulbert, qui est un spécialiste reconnu en matière de géopolitique urbaine. Il a fait de la décentralisation et de la réorganisation des territoires son principal champ d'intervention. On lui doit de nombreux ouvrages et je ne citerai que Décentralisation pour un front uni des territoires contre Paris et l'État central, Millefeuille et territorial et décentralisation, le pouvoir aux régions, etc. Et naturellement, son intervention ce matin traitera de la décentralisation, comment sortir de cette comédie. François, c'est à vous. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour parler de cette comédie. Alors, on a cité un certain nombre d'ouvrages sur la décentralisation depuis de nombreuses années. Alors, ça devient une comédie à mon point de vue parce que c'est commencé depuis fort longtemps. On pourrait faire remonter ça à différentes dates. On pourrait faire remonter ça aux années 60. On parlait déjà de décentralisation régionale. On pourrait démarrer cette comédie-là au début des années 80 avec ce qu'on a appelé après l'acte 1. Donc, vous voyez, on a des actes 1. On est rendu à l'acte 4 de cette comédie que j'appelle la décentralisation, qui est devenue la décentralisation. Comédie parce que la décentralisation, il y a dans tous les gouvernements, depuis des décennies, de droite comme de gauche, il y a toujours un ministère qui est chargé de la décentralisation. Ça veut dire qu'elle n'est jamais faite, elle n'est jamais accomplie. On est rendu à l'acte 4. Alors, l'acte 1, comme je disais, c'est les années 82-83. Et puis après, il y a eu l'acte 2, c'était sous Chirac, je crois, et l'acte 3, Sarkozy, et maintenant, c'est l'acte 4. L'acte 4, alors là, c'est devenu la caricature. L'acte 4, c'est la loi 3DS. Alors la loi 3DS, là, ça devient la comédie caricaturale, puisqu'on s'est amusé avec les dés pendant tout le premier quinquennat de Macron. On a d'abord eu la loi 3D, alors on a appelé ça 3D2, 3D3, 3D4, et puis après on a mis un S. Quand Jean Castex est arrivé, il a dit « Oh là là, il faut mettre décomplexification ». Allez hop, on a mis décomplexification. Et puis il avait tellement de D qu'on a mis un S, et ça a été la loi 3DS. Bon, alors cette loi 3DS, ce n'est rien du tout en termes de décentralisation, même si ça s'appelle décentralisation, puisque c'est un ensemble de contradictions, décentralisation, déconcentration, décomplexification, etc. Et quand on regarde le contenu, c'est parfaitement ridicule. On traite du contournement de Strasbourg, des lois pour les pompes funèbres et des choses comme ça, qu'on attribue aux régions, aux collectivités territoriales. Mais le rapport de force entre Paris et les régions n'est absolument pas abordé. On ne change pas du tout les compétences et encore moins les moyens donnés aux régions. Donc, on n'avance pas, on tourne en rond. Comment en sortir? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure, mais on tourne en rond quand on pense que Michel Rocard, en 1966, avait appelé un livre « Décoloniser la province ». Et en 2021, c'est Michel Onfray qui fait un autre livre « Décoloniser les provinces ». Vous voyez, on est 50 ans plus tard. Et Olivier Rasemont, en 2021, a fait un bouquin, puis des articles dans Le Monde, où son bouquin s'appelle « Anatomie d'un déséquilibre ». Donc on est toujours dans le déséquilibre Paris-Province. Dans son bouquin, il parle d'amaigrir Paris, d'arrêter son extension, etc., ce qu'on disait dans les années 60. Donc vous voyez, cette décentralisation est avec des étapes sans fin, toujours à reprendre, et tous les ans, le spectacle continue, car tous les ans, les départements, les régions
les maires des communes, etc., se réunissent à l'automne. Hein, et c'est toujours le même scénario, les mêmes, comment dire, la même façon de voir les choses et la même déception. Alors on voit, et puis les mêmes déclarations fracassantes des ministres ou des participants. Alors je vais en nommer quelques-unes. En 2017, on voit Xavier Bertrand qui déclare qu'il faut nous retirer de tout dialogue avec l'État. Il faut couper les ponts, je cite. C'est pas rien comme terme. Et puis Le Monde du 30 septembre titre « La rupture entre l'État et les régions est consommée ». Ce qui est complètement faux, évidemment, il n'y a rien de consommé du tout. Bon, après, Ouest France, en 2018, titre « Front uni des collectivités territoriales contre l'État ». Le Front uni des collectivités territoriales contre l'État, je ne le vois pas. En tout cas, il ne s'est pas manifesté beaucoup. Et on peut continuer. Alors, tous les ans, donc la comédie continue. Récemment, à Vichy, en septembre 2022, donc c'est tout récent, les régions étaient réunies. Et là, grand titre dans Sud-Ouest, les régions haussent le ton face à l'exécutif. Ah, on va peut-être voir quelque chose, mais on n'a rien vu de plus. Et puis, il y a le congrès des départements à Agen, en mois d'octobre dernier. Même chose, on rappelle les engagements de Macron et on déclare, Carole Delga, présidente de l'Occitanie, déclare que Macron, vous savez, il est en faveur d'une vraie décentralisation. Mais là, on est après la loi 3DS. La loi 3DS, je dirais, c'est la loi Macron de la décentralisation. Elle est sortie à la fin de son premier mandat. Alors on peut penser qu'au début de son second mandat, c'est-à-dire maintenant, il ne va pas nous refaire une loi de décentralisation. Elle vient d'être faite. Elle ne donne rien en matière de décentralisation, mais elle vient d'être faite. Donc on va en rester là certainement. Mais, et c'est là que c'est intéressant aussi, et qu'il faut noter, les régions, c'est-à-dire les présidents de région, les élus régionaux, les exécutifs, comme on dit, font comme si. C'est-à-dire qu'ils feignent de croire encore que ça va venir. C'est-à-dire, quand Carole Delga rappelle, vous savez, Macron va nous faire une vraie décentralisation prochainement, et il nous l'a promis. Ah bon? Il l'a pas fait pendant les 5 premières années, il a fait la loi 3DS, contre laquelle tout le monde s'est élevé quasiment en disant que ça ne décentralise pas grand-chose. Et puis là, on est encore en train d'espérer que ça va venir. Alors cet espoir sans fin, ça devient un peu ridicule, et c'est l'acte 4 passé. On va sans doute peut-être avoir un acte 5. On verra. Mais si ce n'est pas sous la présidence de Macron, ça sera sous la prochaine présidence, puisque tout reste encore à faire. Alors il y a un deuxième volet aussi de cette décentralisation comédie, c'est tout le rapport avec Paris. C'est que pendant que se passe ce que je viens de vous décrire, Paris continue d'agir. Et on oublie de nous rappeler que sans aucun débat, sans aucune consultation citoyenne et sans aucun débat au Parlement, Emmanuel Macron a décidé que le Grand Paris, c'était une priorité nationale et qu'il prenait ça en main. Il l'a dit clairement dès le 2017. Et on a vu personne des régions, un grand silence des collectivités territoriales et un grand silence encore actuel des collectivités territoriales face à ce projet énorme du Grand Paris, face à ces agrandissements qu'on a découverts un peu par hasard grâce, entre guillemets, à la pandémie, quand les aéroports ont commencé à ne plus avoir beaucoup de vols. On a découvert qu'à Roissy, comme à Orly, il y avait des projets colossaux d'agrandissement. Le projet d'agrandissement de Roissy, il est en veilleuse, mais il est toujours là. Il est égal à Orly, à la totalité d'Orly aujourd'hui. Donc c'est colossal. Et ça, personne, enfin, on n'entend pas parler de ce projet, de ces projets parisiens. Alors, par rapport à Paris, il faut dire aussi que les régions ont une responsabilité dans ce qui se passe, en ce sens qu'elles ont, par exemple, toujours conçu le désenclavement uniquement par rapport à Paris, ce qui, conçu de cette façon, fait en sorte que les autoroutes, les TGV, les lignes aériennes, il faut se désenclaver, donc il faut relier la moindre région, le moindre département à Paris et aux aéroports parisiens. Donc, en réclamant ce type de désenclavement, contribue à la centralisation dans l'organisation du territoire. Alors, dans les acteurs de cette comédie, il y en a quand même quelques autres qu'il faut ajouter. Il y a la presse qui conforte souvent les choses, mais il y a aussi des ouvrages, des articles qui s'écrivent sur
comment dire, la revanche des régions. Alors la revanche des régions, ça laisserait entendre que les régions, finalement, arrêtez de pleurnicher, vous avez votre revanche, il y a des développements qui s'y font. Alors, j'ai vu, par exemple, la revanche des régions, un grand titre dans Zadig en mars cette année, mars 2022. Alternative économique, qui fait des articles intéressants en juillet, août, même chose, il y a plusieurs articles qui montrent que les régions s'en sortent bien. Bon, mais c'est toujours des petits cas particuliers. Et on a aussi un bouquin qui vient de sortir en août dernier, c'est La revanche de la province, le titre, de Jérôme Batou, et qui parle même d'une autonomie retrouvée. Et quand on gratte, en même temps, apprécie la nouvelle carte des régions, alors que la nouvelle carte des régions ne change rien au rapport de force Paris-province, et la nouvelle carte des régions ne donne aucun pouvoir nouveau. Ce n'est pas parce que les régions sont plus grandes et mal foutues qu'elles sont mieux et qu'elles ont plus de pouvoir et de moyens. Elles n'ont pas plus de pouvoir et de moyens que précédemment. Alors donc, la réalité de cette revanche, donc ça participe du maintien un peu de cette idée que ça irait bien et que ça consolide Paris. Comment parler de la revanche des régions quand on sait qu'il y a le Grand Paris et les milliards d'investissements qui sont prévus? J'entendais encore récemment le président de la région Grand Est qui réclamait des investissements massifs dans le chemin de fer pour relancer des lignes, etc., alors que parallèlement, il ne l'a pas dit, mais il aurait dû le dire, et les régions devraient le dire et le crier, devraient être vent debout contre le projet du Grand Paris. Parallèlement, le projet du Grand Paris, c'est une dizaine de gares nouvelles, des lignes ferroviaires nouvelles, des milliards d'investissements. C'est extraordinaire. Donc, la France, quand on sait, par exemple, que les projets d'infrastructures en cours à Paris, c'est équivalent aux projets des infrastructures de toutes les régions françaises, en termes de coûts. Donc, vous voyez, et cette chose-là passe un peu inaperçue, et les régions ne s'opposent pas, on ne les entend pas crier contre ça. Alors, le projet du Grand Paris, j'insiste encore, alors qu'aujourd'hui, on est à 31%, l'Île-de-France, 31% du PIB, c'était 27% il y a une dizaine d'années, eh bien, avec le projet du Grand Paris, ça va encore s'accroître. Donc, le déséquilibre Paris-Province va être encore plus considérable, et donc ne vient pas rééquilibrer ce qui devrait l'être. Alors, à travers tout ça, dans mon bouquin qui a été évoqué tout à l'heure, j'ai un chapitre que j'ai appelé « Ils se disent tous décentralisateurs ». Tous les élus, évidemment, pas un élu va se proclamer centralisateur, quand même. Bon. Mais ils se disent tous décentralisateurs. Alors je pourrais en nommer, de Juppé à Bayrou, pour en nommer qu'un, ou Gérard Collomb et bien d'autres sont des décentralisateurs. Mais pour prendre l'exemple de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, devenu ministre de l'Intérieur, bon, quand il s'est agi du 3e aéroport parisien, un vieux projet au tournant des années 2000, Gérard Collomb s'était écrié depuis Lyon, disant « Le 3e aéroport parisien, c'est nous ». Statolas à l'époque, aéroport Saint-Exupéry maintenant. Mais quelques années plus tard, quand il s'est rallié à Macron et qu'il est devenu ministre de l'Intérieur, il était certainement au courant du projet du Grand Paris, il était certainement au courant du projet de l'agrandissement des aéroports parisiens, mais on ne l'a pas entendu. Et il est retourné à Lyon après avoir été ministre, et il n'a rien apporté de nouveau. Comme beaucoup d'élus des régions, devenant ministres, quand ils retournent dans les régions, ils reviennent les mains vides. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait fonctionner la machine centralisatrice, parce que aller au gouvernement, sous Macron en particulier, qui à mon avis est un des présidents les plus centralisateurs de la Ve République, aller au gouvernement sous Macron, c'est aller faire marcher la machine centralisatrice, sans l'égratigner, sans diminuer son importance. Comme le disait Jean-Jacques Servan-Schreiber il y a fort longtemps, l'État ne va pas s'élaguer lui-même. Or, la décentralisation, c'est prendre des pouvoirs à l'État et les donner aux régions, donc en enlever à l'État. Donc, il disait, l'État ne va pas s'élaguer lui-même, il faut l'y contraindre. Il faut l'y contraindre, c'est-à-dire un rapport de force qui peut contraindre l'État central à se dégraisser le mammouth, pour reprendre une autre formule. Eh bien, ça ne peut être que les collectivités locales, régionales, départementales, etc. Mais elles ne semblent pas vouloir le faire, elles semblent vouloir continuer la comédie dont je parle, c'est-à-dire continuer tous les ans à se plaindre du système tout en continuant à le faire fonctionner. Alors, un qui est très fort dans la matière, que je connais assez bien, c'est M. Alain Rousset, qui est président de la nouvelle région Aquitaine, après avoir été président de la région Aquitaine,
eh bien, qui, sans arrêt dans la presse, est en train de manifester son opposition au gouvernement, montrant, comme on l'a vu tout à l'heure, la faiblesse des budgets des régions, se comparant aux petites régions espagnoles qui ont des budgets tellement plus importants que la très grande Nouvelle-Aquitaine, mais il se contente quand même de la Nouvelle-Aquitaine, agrandie, et puis il continue à vouloir se faire élire à toute fois de cette région impuissante, comme il le dit. Alors que, je vais terminer avec ça, que faire? Parce que c'est une question que le titre pose. Que faire pour sortir de cette comédie? On est presque dans un cercle vicieux. Alors, sortir de cette comédie, je n'ai pas de recette miracle, évidemment, mais je crois qu'il faut d'abord prendre conscience qu'on est dans cette réalité où, en fait, on ne fait pas avancer les choses, on tourne en rond. Bon, ensuite, peut-être mettre à exécution les menaces que les élus mettent de l'avant. Quand le président de la région Bretagne déclare qu'il veut une décentralisation de combat, très bien, alors il faut faire ce combat. Donc c'est un rapport de force, ce combat politique. Et puis refuser sans doute de continuer le jeu de dupes État-région, car c'est un jeu de dupes. La région et les collectivités territoriales sont toujours perdantes et toujours restent dépendantes, on l'a vu avant, de l'État central pour les financements, etc. Donc, casser ce jeu de dupes, refuser d'y participer. Alors là, il y a aussi des moyens de faire ce que disait donc JGSS quand il disait de contraindre. Contraindre, c'est aussi refuser de jouer. Si le jeu est truqué, on refuse de jouer. Or, les élus actuellement ne refusent jamais de jouer. Alors je crois qu'il faut chercher dans cette voie-là, peut-être aussi. Et puis alors, on pourrait avoir des grandes remises en cause. Je reviens sur le Grand Paris. Qu'attendent les régions pour... Alors, je ne dirais même pas s'opposer au Grand Paris. Il faudrait d'abord qu'elles demandent un débat sur le Grand Paris. Il n'y a jamais eu de débat sur le Grand Paris. Or, ça va investir des milliards. Et c'est une priorité nationale de Macron. Bon, alors, demander un débat, c'est quand même pas la mer à boire. Or, on n'entend rien. Revoir le découpage des régions, ça va de soi aussi. On a vu comment le découpage des régions pour la Bretagne, c'est important pour toutes les autres régions. Car l'unité des régions, dans la région d'où je viens, le Grand Sud-Ouest, là, c'est pareil, c'est une région complètement incohérente, comme le Grand Est et comme les trop grandes régions qui ont été faites. Donc l'unité de la Bretagne, à côté, il y a l'unité, je dirais, des Pays de la Loire, c'est-à-dire faire un centre Val-de-Loire élargi, et puis l'unité de la région Poitou-Charentes, en mettant la Vendée pour faire une belle région là, au lieu de l'avoir engloutie avec la Nouvelle-Aquitaine. En fait, c'est incroyable comment les régionalistes que se disent être aussi bien, je vais prendre l'exemple de la région Poitou-Charentes, Raffarin que Ségolène Royal, qui ont été présidents de cette région. Quand cette région s'est fait manger par la Nouvelle-Aquitaine, ça a été une négociation politique dans le bureau avec François Hollande, c'est tout. Mais ces régionalistes qui défendaient à mordicus la région Poitou-Charentes l'ont laissé disparaître d'un trait de plume, sans aucune discussion avec les citoyens, sans aucun débat. Alors voilà, donc, et puis il y a aussi à faire, des choses à faire, c'est arrêter de faire ce cinéma tous les automnes entre les collectivités territoriales, soi-disant territoires unis, depuis ils sont unis seulement pour ne rien faire de spécial. Donc, mais toutes les réunions d'automne des départements, des régions, etc., eh bien, on pourrait peut-être arrêter ça, ou du moins être un peu plus exigeant par rapport au Premier ministre ou aux premières ministres qui viennent s'y présenter régulièrement. Quand j'ai entendu Elisabeth Borne, parce qu'elle était à la réunion des départements, proclamer que l'avenir de la France, c'est les départements. Ah bon? Alors, si l'avenir de la France, c'est les départements, c'est l'institution centralisatrice par excellence. Et quand je vois Macron qui va inaugurer des nouvelles sous-préfectures et qui déclare à ce moment-là « je suis en train de faire de la décentralisation », vous voyez que je décentralise, j'ouvre une nouvelle sous-préfecture, alors que c'est tout à fait la centralisation qui continue. Alors vous voyez, il y a un dévoiement des concepts. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus sur le dévoiement des concepts par les élus politiques. Le dévoiement des concepts qui fait qu'on fait croire qu'on fait de la décentralisation et, je termine avec ça, et les élus locaux et régionaux, je n'hésite pas à dire, participent à se faire croire
pour continuer à faire marcher la machine. Donc il faut arrêter de continuer à faire une machine qui est une machine centralisatrice. Et si on demande la décentralisation, il faut sortir de ce système et prendre les moyens d'en sortir. Merci. Merci.